Parfait, bonjour à tous. Chers collègues, nous reprenons les travaux de la mission d'information, création, diffusion et acquisition des connaissances. Comment l'intelligence artificielle transforme notre éducation et notre culture. Nous avons le plaisir de recevoir cet après-midi Madame Sophie Huette, chargée de l'innovation éditoriale et de l'intelligence artificielle au sein de l'agence France Presse. Nous vous remercions, Madame, d'avoir accepté notre invitation. Nous avons reçu la semaine dernière les représentants des éditeurs de presse. Il nous semblait donc naturel d'entendre également l'AFP, l'une des 3 grandes agences de presse mondiales. S'agissant d'abord des opportunités offertes par l'IA, les éditeurs nous ont indiqué que cette technologie pouvait leur permettre de réaliser d'importants gains de productivité dans un contexte économique contraint. Ce contexte concerne également l'AFP, qui a perdu plusieurs clients et contrats en 2024 et 2025 du fait des tensions géopolitiques. Comment l'AFP a-t-elle intégré les outils d'IA dans ses méthodes de travail? Pour quels bénéfices? Et comment cette technologie est-elle encadrée? Les éditeurs nous ont également fait part de leurs vives inquiétudes quant à l'essor des grands modèles d'IA génératifs qui pillent leur contenu et constituent ainsi une, citation, menace létale pour leur modèle économique. Qu'en est-il pour l'AFP et les agences de presse en général qui produisent des contenus en B2B et non en B2C? On va m'expliquer ce que ça veut dire. Enfin bon. Vos contenus n'étant pas accessibles sur Internet, faut-il conclure que l'AFP est protégée de potentielles violations des droits de propriété intellectuelle? Enfin, les dépêches de l'AFP constituent par elles-mêmes, du fait de leur processus de production, un matériau de grande valeur pour les fournisseurs de systèmes d'IA générative. Ces contenus se distinguent en effet par leur fiabilité et leur rigueur, ce qui pourrait placer l'AFP dans une situation favorable pour négocier des partenariats avec des fournisseurs d'IA en quête de données de qualité pour alimenter leur système. Un accord a été conclu en janvier 2025 avec l'entreprise française Mistral AI. Pouvez-vous revenir sur les conditions de conclusion de cet accord? D'autres accords de ce type sont-ils à l'ordre du jour? Enfin, de façon plus large, l'AFP a développé une expérience dans la vérification des faits et la lutte contre la désinformation. Que pensez-vous de l'utilisation de systèmes d'IA génératifs pour s'informer? La montée en puissance de ces usages vous paraît-elle inéluctable? Et si oui, l'alimentation de ces systèmes par les contenus des agences de presse vous paraît-elle de nature à limiter les risques de réponses erronées aux utilisateurs? Pour aborder ces quelques sujets et tous ceux que vous souhaiterez, et les innombrables questions que Madame la rapporteure a préparées à votre attention, je vous cède d'abord la parole pour un propos liminaire de 5 à 10 minutes, n'est-ce pas? Merci Madame. Alors vous appuyez sur le bouton qui est devant vous, voilà. Très bien, merci beaucoup. Vaste sujet et effectivement, merci d'associer l'AFP à vos travaux. Donc, en tant que directrice adjointe de l'information chargée de l'innovation éditoriale et de l'intelligence artificielle, je préfère juste préciser que je suis journaliste de formation. Je ne suis pas une experte technique de l'IA et pas plus une experte de la régulation de l'IA, mais je suis spécialisée dans l'impact des nouvelles technologies sur le travail des journalistes. J'étais rédactrice en chef de l'AFP, donc j'ai une très bonne connaissance en fait de la manière dont les journalistes travaillent, et c'est à ce titre qu'on m'a demandé de m'occuper de l'intelligence artificielle dans la rédaction de l'agence. Il faut également noter une autre chose qui me paraît très importante, c'est qu'en fait, après 30 ans d'adaptation souvent très difficile des médias à la transition numérique, ces médias sont toujours dans un modèle économique extrêmement fragilisé. Et que l'IA générative et son adoption par le grand public, et c'est aujourd'hui une adoption la plus rapide jamais connue pour une nouvelle technologie de cette ampleur. Donc cette adoption place aussi les médias, et l'AFP comprise, dans une bataille existentielle. Donc c'est une menace structurelle, et en fait plusieurs phénomènes concomitants contribuent à cette situation. D'abord, un bouleversement des usages. Les réponses générées par les chatbots remplacent progressivement la consultation directe des sites d'information, qui donc perdent chaque jour du trafic. On constate de ce fait une invisibilisation du journalisme, c'est-à-dire que les chatbots masquent l'origine de l'information. Ils effacent donc le travail des journalistes et du même coup sa valeur économique, tout en du même coup aussi pillant leur contenu. Et on se trouve face à une totale asymétrie de moyens. Nombre de médias déjà fragilisés ne disposent ni des moyens humains ni des capacités technologiques pour s'adapter à cette transformation accélérée induite par l'IA générative. Et on assiste aussi, en même temps, à une pollution informationnelle. C'est-à-dire que plus de la moitié des contenus circulant sur Internet est désormais généré par l'IA.
dans l'écosystème de l'information, cette proportion serait d'environ 30%, avec une croissance exponentielle des contenus de désinformation. Une étude récente publiée par NewsGuard et Axios révèle que le taux de désinformation diffusée par les chatbots a doublé en un an, passant de 18% à 37% sur les questions d'actualité. Donc ces contenus synthétiques alimentent à leur tour les modèles, et donc on se retrouve créé à une boucle de contamination informationnelle extrêmement inquiétante. On a, dans le même temps, on assiste à une mutation du rapport des médias au public. Par le passé, il y a assez longtemps, on va dire plus de 30 ans, 40 ans, 50 ans, et l'autorité éditoriale était totalement centralisée. C'était les rédactions qui détenaient cette autorité en décidant de la une du journal papier ou des titres du JT. Le public consommait donc passivement l'information. Depuis, le numérique a modifié les choses. Et puis avec l'arrivée des réseaux sociaux, ça s'est amplifié. Ça s'est ouvert aux commentaires. Ça a permis à des voix diverses qui étaient auparavant inaudibles de s'exprimer, donc pour le meilleur, mais aussi pour le pire, avec une amplification de la désinformation et de la manipulation. Et bon, je passe aussi sur l'utilisation des données personnelles par les plateformes, qui est aussi un vaste sujet dans ce contexte. Et aujourd'hui, on assiste à une totale inversion du schéma, c'est-à-dire que maintenant, c'est le public qui décide de quoi il veut parler, comment il en parle, en posant ses questions dans les interfaces d'un agent conversationnel, qui va lui fournir des réponses hyper personnalisées. Et tout ça à une échelle qui est absolument impossible à mettre en œuvre par des organisations humaines. Donc ça redéfinit en profondeur la relation entre les médias, les journalistes et l'audience. Et donc ça conduit à la fin de l'article comme produit fini tel qu'on l'a toujours connu. La valeur, en fait, maintenant, elle réside dans l'information collectée, dans sa fiabilité, et plus dans la manière de la présenter. Donc, il faut se préparer à ça. Il faut se préparer à ce que les contenus journalistiques puissent répondre à cette hyper-personnalisation. Et donc, on va avoir besoin de contenus qui puissent être clairement attribués, clairement sourcés, avec une traçabilité solide, pour pouvoir ensuite être tronçonnés en petits atomes d'information, reformatés et ensuite recomposés pour répondre à la requête de l'utilisateur qui souhaite soit un texte, soit un podcast, soit une vidéo sur un sujet donné. Et donc c'est ce qu'on appelle les contenus liquides, parce qu'un contenu peut s'adapter à n'importe quel type de contenant. Et donc ça nous amène à un nouveau modèle, alors là non plus B2C, mais business to agents to customers, c'est-à-dire B2A2C, c'est-à-dire qu'on a un agent d'IA qui se situe entre la source de l'information et l'utilisateur, donc avec des agents qui se situent au milieu et qui acquièrent de plus en plus d'autonomie pour accomplir des tâches. Donc ça pose beaucoup de défis et d'opportunités. Donc pour commencer peut-être par les opportunités qui se présentent notamment pour l'AFP, il y a celle de valoriser le journalisme de terrain, ça tombe bien, c'est vraiment ce qu'on sait faire, le reportage, l'enquête, l'investigation, le data-journalisme, prendre des images réelles là où les choses se passent, raconter des histoires humaines, face à des productions d'agrégation de communiqués ou de déclarations qui se trouvent fortement dévalorisées par la capacité de l'IA à faire ce travail. On va aussi pouvoir déléguer, vous l'évoquiez, des tâches répétitives à l'IA, tout en exerçant un contrôle humain rigoureux. Et en fait, je pense que la place pour les médias, c'est vraiment de se positionner comme des organisations expertes en vérification et en diffusion d'une connaissance fiable, actualisée en temps réel, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Et on va avoir pour ce faire un besoin accru de personnes compétentes sur l'IA, sur le data-journalisme, sur l'investigation, avec ces nouveaux outils. Mais cette mutation pose aussi de très nombreux défis auxquels je n'ai pas forcément de réponse. Comment allons-nous nous assurer de la fiabilité des informations face à une dissémination massive de la désinformation ?
comment allons-nous adresser l'enjeu démocratique du partage d'une vérité factuelle commune avec une diversité de points de vue? Comment s'assurer que le débat d'idées, la diversité d'opinions sont correctement reflétées quand l'IA générative standardise des productions sur la base d'une moyenne statistique, puisque c'est ce qu'elle fait, et favorise les bulles informationnelles créées par le profilage des utilisateurs. Et enfin, en l'absence d'un socle commun d'information, puisque chacun va avoir son information hyper personnalisée, en l'absence d'un tel socle commun, quelle sera la vérité factuelle à partir de laquelle on écrira l'histoire avec un grand H au jour le jour? Autre vaste question. Et enfin, pour les médias, comment assurer un nouveau modèle économique dont le contenu est pillé pour les réponses des LLM par les grands acteurs de l'IA? Et dans un contexte plus large, quelle est juste la viabilité du journalisme quand le temps passé à consulter des contenus de fiction et de loisirs dépasse celui consacré à l'information dans la bataille du temps de cerveau disponible, quand les médias traditionnels ont du mal à rajeunir leur audience, et quand la défiance s'accroît à l'égard des journalistes, de plus en plus attaqués dans le monde réel, de plus en plus harcelés en ligne, y compris par des organisations et des gouvernements. Voilà, j'en ai fini. Bien. Merci Madame pour ce propos liminaire. Madame la rapporteure, c'est à vous. Merci beaucoup. Merci Madame Sophie Huette. Vous nous avez dressé les multiples suites de transitions numériques. Qu'est-ce qui, d'après vous, aujourd'hui, constitue un palier supplémentaire ou un palier différent avec l'IAG ? Vous nous avez dit, voilà, depuis une trentaine d'années, on a des médias qui ont affronté et mis en œuvre cette transition numérique. En quoi l'IAG vous paraît-elle dans son prolongement ou carrément une toute autre réalité ? Alors, on se retrouve face à pas mal de modifications extrêmement importantes. La première, c'est la rapidité inédite à laquelle on est confronté. Ça va très très vite. Les technologies sont de plus en plus puissantes, de plus en plus performantes. À titre d'exemple, l'été dernier, les vidéos générées par l'IA étaient balbutiantes. On s'amusait à en regarder quelques-unes et maintenant elles inondent Internet. Donc on est face à quelque chose qui dépasse la capacité d'adaptation humaine. Et ça touche de larges pans de l'économie, bien entendu. Donc ça, c'est un des premiers points. Il y a moins d'un an, le patron d'Anthropic, Dario Amodei, expliquait aussi que d'ici 5 ans, l'IA pourrait supprimer la moitié des emplois de col blanc junior. Donc les emplois de col blanc junior, parmi eux, on trouve les emplois débutants dans le journalisme. Et ça, c'est maintenant en fait que ça commence. On voit dans énormément de pans aussi de l'économie une automatisation qui est en marche ou qu'on peut supposer arriver effectivement dans les 5 ans qui arrivent. Il y a un autre facteur qui est très important aussi et qui n'est pas forcément extrêmement perceptible, c'est qu'avec l'IA, en fait, on rentre dans un univers qui est fondé sur la probabilité. On abandonne à la machine d'innombrables tâches et décisions. Et avec ça, on abandonne en fait aussi des systèmes déterministes qui faisaient que quand vous aviez une question, vous aviez une réponse. Et avec l'IA, en fait, quand vous avez une question, maintenant, vous avez, puisqu'elle repose sur des systèmes de probabilité, vous avez plusieurs réponses possibles. Avec toujours un risque assez élevé que la réponse soit fausse ou imparfaite ou inexacte. Et donc ça suppose de toujours vérifier. C'est ce problème de cette variable en fait du risque d'erreur pour le journalisme est inacceptable parce que le journalisme il doit être fiable et de qualité et donc ça nécessite effectivement un contrôle humain systématique. Il y a une étude récente qui a été menée par l'Union européenne de radio-télévision et la BBC sur l'IA et l'actualité qui montre que les réponses des LLM avaient au moins un problème significatif dans 45% des cas. Donc ça veut dire que sur la qualité, la fiabilité, on n'y est pas. Hein. Dans 31% des cas, c'était des problèmes sur la source et dans 20% des cas, c'était sur juste l'exactitude. Donc c'est quand même, ça reste assez élevé. Ça pose aussi des enjeux de souveraineté
J'abordais tout à l'heure la question des données personnelles qui sont livrées à ces modèles et parfois extrêmement personnelles, justement. Et tout ça, ça va entre les mains des grands acteurs de l'IA de la Silicon Valley, on ne sait pas trop où ça va. Et puis les enjeux de sécurité, qui sont considérables. Les mises en garde se multiplient, y compris ces derniers jours au sommet de l'IA en Inde, sur les risques qu'une IA non régulée fait courir à l'humanité. Au sommet de Paris l'année dernière, les prix Nobel et des pionniers de l'IA avaient déjà sonné l'alarme en disant que les risques pouvaient aller de la manipulation à juste l'extinction de l'humanité. Et force est de constater qu'en termes de régulation, on ne prend pas le bon chemin, ou on y va extrêmement lentement. Donc oui, nous sommes face à une rupture inédite qui modifie profondément la relation des humains au savoir, l'acquisition des connaissances. Ça modifie aussi l'exercice de pilier de la démocratie. Et puis, une menace profonde pour le journalisme de qualité et la capacité individuelle à exercer un jugement critique indépendant. Merci beaucoup. Alors, vous nous avez parlé du changement des usages qui font que de plus en plus de personnes vont recourir aux agents IA, et donc on a l'apparition de ces agents comme étant l'intermédiaire entre ce que l'on considérait comme les professionnels et puis le consommateur, ou en tout cas le public. Vous, en tant qu'AFP, aujourd'hui, quand on utilise l'IA, qu'elle soit générative ou pas, quelles en sont les utilisations que vous faites à ce jour, puisqu'on a bien sûr une appréciation sur la conséquence de l'utilisation de l'IA dans le domaine de l'information, mais vous, au sein de l'AFP, comment vous utilisez l'IA, et éventuellement, quelles sont les choses que vous auriez pu faire avec l'IA, mais que vous avez décidé de ne pas... on n'a pas eu recours à l'IA, mais de manière justement réfléchie et déterminée. Alors d'abord, quand on a commencé à voir ce sujet de l'IA débarquer à l'AFP, on a commencé à écrire effectivement des garde-fous, des consignes rédactionnelles sur le cadre dans lequel on pouvait utiliser ou pas l'IA générative. Et ce sont des consignes rédactionnelles qui sont régulièrement mises à jour. Donc on a écrit ça, les premières il y a 3 ans, et puis on les actualise en permanence. Et donc on a commencé à déployer assez progressivement plusieurs types d'outils. Un outil de transcription qui rencontre un très très grand succès, parce que ça fait gagner un temps considérable, en particulier à tous les journalistes qui travaillent à l'Assemblée nationale par exemple, ou qui écoutent des discours politiques. Ça permet d'obtenir directement une transcription écrite, mais surtout d'aller vérifier quand on veut utiliser une citation, d'aller la réécouter pour être sûr qu'elle a été fidèlement retranscrite. Donc ça, c'est toute cette interface qui permet le lien entre la production écrite et la vérification. Et c'est ça qui est très important. Les outils de traduction, évidemment, sont très, très, très importants à l'AFP, qui travaille en 6 langues. On utilise des outils de génération de métadonnées aussi. On utilise aussi en particulier des grands événements type Festival de Cannes ou des événements sportifs, des outils de reconnaissance faciale pour identifier des personnalités sur des images, ce qui permet d'aller plus vite aussi pour rédiger par exemple les légendes des photos. La rédaction a accès aussi à un LLM dans un environnement sécurisé qui permet de s'assurer que les données qui sont injectées pour écrire des prompts restent au sein de l'AFP. Donc ça, c'est très important. Et puis l'AFP a depuis pas mal d'années contribué largement aussi à la création d'un outil d'assistance à la détection d'images altérées et synthétiques. C'est un outil qui s'appelle InVid We Verify et qui est aujourd'hui utilisé par plus de 150 000 professionnels dans le monde, et qui a une excellente réputation, et qui accumule une série d'outils dont certains visent à détecter, en tout cas essayer de détecter l'IA. Alors en développement, on prévoit un outil de veille pour faire de la veille d'informations multilingues. On prévoit également un outil de recherche en langage naturel dans nos propres archives, et on prévoit aussi d'avoir un outil de ce type-là pour nos clients du côté de notre plateforme AFP News. Et ce qui est très très important en fait dans l'utilisation de tous ces outils, c'est aussi la stricte vérification humaine de tout ce qui est produit généré par l'IA.
Et puis la formation, parce que beaucoup d'organisations ont déployé une batterie d'outils pour se rendre compte qu'en fait, les gens ne les utilisaient pas forcément parce que ça ne s'intégrait pas forcément dans tous les workflows, les process de travail. Et donc, la formation, c'est vraiment important aussi pour que les journalistes s'approprient ces outils et sachent exactement dans quel type de cas d'usage il est pertinent de les utiliser ou pas. Et qu'on puisse, à l'occasion de ces sessions de formation qui sont des ateliers pratiques, ouvrir vraiment un débat au sein de la rédaction sur ce qu'il est pertinent de faire avec quel outil ou de ne pas faire. Parce qu'effectivement, il y a énormément de questions qui se posent. Et on est en train de conduire une étude très approfondie sur les process de production de l'agence, dans les différents métiers de l'agence, puisqu'on fait du texte, de la photo, de la vidéo, des visualisations, pour comprendre où l'IA sera pertinente, comment, avec les interfaces qu'on va mettre en place, va s'exercer le contrôle humain, et puis quel va être l'impact sur notre organisation et sur les différentes tâches qui sont dévolues aux uns et aux autres. Et alors, il y a un petit point que je n'ai pas non plus forcément justement relevé, c'est toute la pratique autour de l'enquête et du data journalisme, qu'on le voit en ce moment sur tout le travail qui est fait autour des dossiers Epstein, qui est un travail considérable. Et effectivement, ça suppose d'être assez déjà avancé dans la capacité à réagir face à un jeu de données aussi important. Et comment on s'appuie sur l'IA pour pouvoir travailler sur des données de ce type-là, et ça c'était la conclusion aussi de la plupart des rédactions qui ont commencé à travailler sur ce sujet, c'est-à-dire que l'IA peut offrir des indices, mais à l'arrivée, il faut quand même toujours qu'il y ait un travail humain de vérification qui soit fait, un travail d'enquête rigoureux. Merci beaucoup. Alors, en janvier 2025, il y a un peu plus d'un an, l'AFP et Mistral AI ont annoncé la conclusion d'un partenariat au terme duquel l'assistant conversationnel Le Chat de Mistral AI aura accès à l'ensemble des dépêches de l'AFP. Quel a été le chemin qui vous a conduit à trouver ce type de partenariat? Quelles sont les contreparties non financières de cet accord, par exemple au bénéfice des journalistes et des salariés de l'AFP? Et est-ce que vous avez pu mesurer depuis les avancées permises par l'accès de Mistral aux dépêches de l'AFP, c'est-à-dire la pertinence, le niveau de pertinence et de qualité de l'information en matière de fiabilité des réponses délivrées aux utilisateurs sur Le Chat? Alors, je suis désolée, sur le sujet, je vais vous décevoir parce que, je n'étais pas directement concernée par cet accord, moi, je travaille vraiment directement avec la rédaction et je n'étais pas directement dans les conversations sur la conclusion de cet accord. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'y a pas de contrepartie non financière dans le contrat liant l'AFP à Mistral. Donc, dans ce contexte-là, effectivement, ce qui était important pour l'AFP, c'était que les réponses de Mistral citent rigoureusement les dépêches de l'AFP à la réponse du prompt. Donc ça, c'est vraiment un facteur de fiabilité extrêmement important. Voilà, ce qu'on a compris, c'est que l'utilisation du chatbot Le Chat était extrêmement faible aux fins de consultation de l'actualité. Merci beaucoup. Il y a eu donc en janvier 2025 cet accord. On imagine, mais j'aimerais vous entendre aussi sur l'utilisation pour l'entraînement de différents modèles des contenus de l'AFP, que ce soit des dépêches qui datent d'il y a 10 ans ou celles plus récentes. Dans quelle mesure vous avez pu constater que vos dépêches ont été utilisées pour entraîner des modèles? Est-ce que c'est une présomption? Est-ce que vous avez eu des constats d'utilisation de ces dépêches? Si oui, comment vous voyez la possibilité de concilier
votre accord avec le Mistral AI et aussi la mise en place, c'est une proposition de loi accrochée maintenant à l'agenda du Sénat, qui établit une présomption d'utilisation des contenus, alors que ce soit des œuvres images ou textes, et qui inverserait la charge de la preuve, qui ferait que les modèles IA et leurs fournisseurs doivent montrer qu'ils n'ont pas utilisé tel ou tel contenu. Voilà, quelle est la compatibilité selon vous de cette existence de présomption avec aussi le maintien d'accords tel que vous l'avez signé en 2025? Alors, sur la présomption d'utilisation, nous sommes plutôt d'accord avec cette analyse. L'AFP n'a pas signé de contrat pour l'entraînement avec ces données. Le contrat avec Mistral, par exemple, c'est fournit des données pour étayer les réponses. Mais on n'a pas fourni nos contrats pour entraîner des modèles. On n'a pas fourni de données pour entraîner des modèles. En revanche, effectivement, les contenus de l'AFP étant largement utilisés par des médias qui eux-mêmes sont pillés parce que les médias les plus scrupuleux, vigilants, font extrêmement attention aux robots qui visitent leur site et essayent avec cette politique de vigilance sur les robots de limiter le pillage de leur contenu. Mais on se rend compte que même en faisant ça, il y a des robots pirates qui viennent quand même se servir sur les sites des médias. Donc par ce biais, les contenus de l'AFP sont également aussi utilisés ils sont également pillés par les acteurs de l'IA qui font ce genre de pillage des contenus assez généralisés. Merci, vous venez de bien distinguer la question de l'entraînement des modèles et puis de ce qui peut être apporté pour fiabiliser les réponses, donc post-entraînement, post-alignement. Donc votre accord portait là-dessus. Est-ce que, suite à la signature de cet accord, qui concerne donc un agent et une agence de presse, eu des réactions de la part de médias qui se sont peut-être émus du fait de ne pas avoir été forcément associés à cet accord? Est-ce que ça peut être des médias qui sont vos clients, qui utilisent les dépêches et qui se disent mais moi, en fait, j'aurais bien voulu être partie prenante de cet accord puisque ils vont utiliser directement vos dépêches et pas forcément passer d'accord avec moi pour utiliser ce que je fais aussi à partir de vos dépêches. Alors, effectivement, il y a eu un certain nombre de réactions de la part de médias et de la part d'un certain nombre de nos clients. La réponse, c'est que en fait, l'utilisation du chat Mistral a concerné très 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 peu de requêtes concernant des demandes sur l'information parce que c'était vraiment un accord qui était conclu aussi et puis c'est l'orientation de Mistral aussi d'être vraiment dans le B2B plus que dans le B2C et d'ailleurs aujourd'hui on se rend compte que voilà, le chat est essentiellement utilisé comme une vitrine, mais que Mistral se concentre davantage sur des grands comptes et puis de l'accompagnement d'entreprises pour qu'elles s'équipent avec l'intelligence artificielle générative. Et la deuxième partie de la question... Excusez-moi. Non, sur le fait de pouvoir être plusieurs à aller négocier avec les fournisseurs d'IA plutôt que tout seul, même si vous avez un statut particulier que celui d'une agence de presse, de pouvoir le faire de manière collective.
Alors, moi j'aurais du mal en fait à vous répondre parce que c'est pas tellement mon champ d'expertise. Donc je préfère ne pas vous répondre sur ce sujet-là. Ce dont on se rend compte, c'est commence à y avoir aussi une partie du marché, en tout cas d'acteurs, qui commencent à travailler sur cette question de s'occuper des droits entre les médias et les acteurs de l'IA pour faire une interface et s'occuper soit de proposer des modèles qui rémunèrent les médias à la juste valeur, à la hauteur des contenus qui sont utilisés par les modèles, soit de traiter des questions de droit pour les médias vis-à-vis des acteurs de l'IA. Mais voilà, c'est clairement pas mon domaine d'expertise, donc je préfère m'abstenir. Merci beaucoup. Alors, je pense que là, on est complètement dans votre domaine d'expertise. Je voulais revenir à ce que vous disiez sur le partage d'une vérité factuelle, avec bien sûr la livraison des différents points de vue, une diversité d'appréciation, mais qu'il était important de pouvoir garantir l'accès de toutes et tous à une vérité factuelle. Je voulais savoir comment vous appréciez cette capacité, on va dire, avant ChatGPT. Et maintenant, est-ce qu'on était déjà capable de pouvoir se dire, quand on est AFP, de pouvoir délivrer ça comme une vérité factuelle, et que la diversité des points de vue qui peuvent se retrouver au sein d'une dépêche ou aussi dans les articles qui peuvent en découler, est-ce que pour vous, au départ, il y avait déjà l'existence d'une vérité factuelle acceptée par les uns ou par les autres, ou alors ça fait déjà bien longtemps qu'on a du mal à s'accorder sur la vérité? Oui, alors effectivement, le mot de vérité, je l'ai employé, mais je l'avais mis dans mes notes avec des guillemets, parce que effectivement, la notion de vérité est un sujet très très compliqué. Et je pense qu'effectivement, enfin, le travail du journaliste, c'est de s'efforcer de s'en approcher. Et c'est surtout quelque chose qui émerge dans le temps. Donc, à un instant T, on ne peut jamais être certain qu'on détient une vérité, puisque le lendemain, les faits peuvent prouver qu'il s'est passé quelque chose de différent. Donc, effectivement, ça fait partie de l'histoire de l'AFP, de ces consignes rédactionnelles, de solliciter toutes les sources disponibles à un moment donné pour essayer justement de cerner les faits au plus près de ce qui a pu se passer. Et c'est effectivement un processus extrêmement évolutif. Donc, le travail consiste effectivement à faire valoir le maximum de points de vue, les voix qui s'expriment autour d'un sujet, et ça c'est très important pour l'agence. C'est pour aider à la compréhension de ce qui s'est passé, à la mise en contexte, à la mise en perspective d'un fait. Et on a vu effectivement donc, au fil des dernières années se développer une désinformation très importante. La place prise par cette désinformation sur les réseaux sociaux devient elle-même presque un sujet d'information en tant que tel. Et donc, à l'ère de l'IA, on se pose beaucoup de questions, et l'industrie travaille là-dessus, sur la manière de pouvoir labelliser ce journalisme de qualité. Donc il y a pas mal d'initiatives. Enfin, je ne sais pas si c'est là où vous vouliez en venir, mais on peut aborder ce sujet. Il y a pas mal d'initiatives qui sont prises pour aider le public à comprendre et à tracer l'origine d'une information. Parmi ces labels, il y en a un qui a été initié par Reporters sans frontières, qui s'appelle le Journalist Trust Initiative, qui vise à labelliser un processus de travail, à labelliser une organisation. Il y a d'autres initiatives, comme par exemple une qui s'appelle C2PA, qui est en fait une norme, c'est une coalition pour la traçabilité et l'authenticité des contenus, qui a pour objectif, elle, de garantir un étiquetage fiable d'un contenu donné, qui soit d'ailleurs artificiel ou non, mais c'est s'assurer que
on sait exactement comment il a été fait et que tout ça puisse être tracé. Et tout ce travail de labellisation, effectivement, a pour objectif de permettre au public de savoir s'il s'adresse à un contenu qui est réputé fiable ou non. La labellisation, donc vous l'avez dit, il y a des labellisations qui sont sur le process pour aller chercher et diffuser l'information. On a aussi une demande ou une pratique dans d'autres domaines que celui de l'information, mais de labellisation des contenus qui auraient eu recours, beaucoup ou pas beaucoup, à l'IA. Je pense notamment au domaine de la musique où une des plateformes de streaming ont décidé de labelliser, d'estampiller des titres qui seraient générés par l'IA plutôt que générés avec l'IA. C'est une façon d'informer le public, c'est une façon aussi pour eux de ne pas leur donner autant d'importance que d'autres titres, donc de ne pas forcément les mettre en avant. Est-ce qu'il serait possible, souhaitable, et est-ce qu'il est envisageable de pouvoir estampiller un contenu d'information avec une indication sur l'utilisation et le recours à l'IA. Je fais notamment référence, vous avez parlé des outils de détection, alors j'ai compris que c'était des outils de détection d'images générés avec l'IA. Je voulais savoir s'il en existait aussi avec le texte, à votre connaissance, pour pouvoir indiquer aux citoyens qui consultent l'information qu'on a eu recours ou pas à l'IA. Est-ce que c'est souhaitable et envisageable ? Alors, en fait, la plupart de ce travail qui a été fait pour essayer de mettre des labels, de créer des normes, c'est réalisé à partir du constat qu'il était extrêmement difficile de reconnaître des contenus générés par l'IA. En fait, on se retrouve face à deux types de démarches sur les contenus générés par l'IA. Il y a soit un média a une volonté de transparence et va signaler que les contenus qu'il a produits sont générés par l'IA, soit il y a l'intention de tromper. Et ça, c'est deux approches différentes. Donc, par exemple, l'AFP, on ne produit pas de contenu généré par l'IA aux fins de publication. En revanche, on peut être amené, parce que c'est au cœur de l'actualité, à publier un contenu qui a été généré par l'IA par un tiers. Imaginons une image qui devient extrêmement virale et qui peut même avoir un impact politique et qui est générée par l'IA. Ce serait compliqué pour nous de ne pas la publier, mais on a créé un dispositif visuel très clair de façon à montrer que ce contenu est généré par l'IA et que ce dispositif visuel indiquant que c'est de l'IA a été apposé par l'AFP pour qu'on puisse partager cette image. Donc ça, on est dans un cadre, dans une posture de bonne foi, de transparence. D'un autre côté, on a les publications générées par l'IA, derrière lesquelles il y a une intention de tromper le public, et ça se passe aux quatre coins de la planète, en dehors de l'UE, et donc c'est parfois impossible de prouver avec certitude que ce contenu est généré par l'IA. En l'état, en tout cas, de la technologie, c'est extrêmement difficile à mettre en œuvre. Et donc, c'est pour ça que ces normes qui se sont mises en place, enfin, qui sont en train de se mettre en place, elles cherchent plutôt à marquer et à tracer les contenus fiables et authentiques plutôt que les contenus qui sont générés par l'IA, parce que ça, c'est une tâche, enfin, ça nous paraît extrêmement difficile. Et puis, qui va s'en charger, en fait ? Parce que c'est pas les médias qui vont aller taguer les contenus qui sont non fiables, générés par d'autres. Il faudrait trouver un modèle, enfin, qui va le faire. Donc, c'est pour ça que en tout cas, l'industrie s'oriente plutôt vers la démarche volontaire d'adhérer à des normes comme le Journalisme Presse Initiative ou comme le C2PA qui, pour l'instant, concerne plutôt les images. Mais effectivement, vous soulevez un point tout à fait juste sur le texte, où il y a, je pense qu'il y a certains médias qui commencent à faire des tests sur comment on pourrait réussir aussi à marquer
des textes de façon à ce qu'on puisse en tracer l'authenticité. Et en fait, c'est là-dessus que portent les travaux maintenant, c'est-à-dire qu'il y a toute une série de travaux consistant à pouvoir tracer l'authenticité du contenu et donc toutes les étapes que le contenu de transformation que le contenu a pu subir. Mais au-delà de ça, il faut pouvoir marquer le contenu par un tatouage pour prouver que ce contenu n'a pas été altéré. Et ça, c'est là-dessus que pas mal de travaux portent maintenant. Il est difficile aujourd'hui de repérer ce qui a fait l'objet d'un recours à l'IAG. Vous disiez en début de cette audition que les vidéos de l'été dernier étaient encore balbutiantes et qu'on pouvait les repérer. Maintenant, il nous est difficile de savoir ce qui a fait l'objet d'un véritable tournage ou qui a fait l'objet juste d'une post-production en 3 minutes. Est-ce que vous constatez déjà le détournement de l'information de la part des citoyens? C'est-à-dire que puisque tout est disponible, et on parlait à ce moment-là de l'infobésité, mais que maintenant c'est pollué, et vous en avez rappelé les proportions, est-ce qu'on n'est pas déjà en train de voir un phénomène de détournement de l'information, en fait, c'est-à-dire que de moindre intérêt dans l'information? Alors, effectivement, on constate que, au-delà de la défiance, effectivement, le public se détourne de l'information pour pas mal de raisons. Aussi parce que l'information, depuis un certain nombre d'années, est quand même particulièrement déprimante et que, effectivement, pour un certain nombre de personnes, c'est presque un problème de santé mentale, en fait. Et donc, ils préfèrent se détourner pour se sentir mieux, se détourner de l'information. On constate aussi que voilà, les médias traditionnels, je le disais, ont du mal à s'adapter aux nouvelles audiences, aux jeunes publics, parce que les centres d'intérêt sont différents et que tous les médias n'arrivent pas forcément à capter cet intérêt. Certains y arrivent très bien, heureusement, mais il y a tout un travail de mutation aussi et de transformation sur les sujets qui sont traités et la manière de le faire par les médias. Il y a une étude que j'ai trouvée assez intéressante qui est sortie aux États-Unis récemment, c'est le Pew Research Center, qui montre qu'il y a une tendance à en fait ne plus aller faire la démarche de chercher l'information. Donc cette étude montre que aujourd'hui, la moitié des adultes, contre 60% en 2019, fait la démarche d'aller consulter l'information. L'autre moitié laissant l'information venir à lui par les réseaux ou par des conversations, mais enfin, il ne va pas faire la démarche d'aller consulter un média. Et en fait, le plus impressionnant, c'est que cette proportion qui laisse l'information venir à elle dans la population américaine, elle grimpe à 73% chez les moins de 30 ans. Donc ça signifie qu'effectivement, cette démarche de consulter l'information d'actualité, elle est aussi en train de s'effacer et que c'est une complètement autre manière d'aller chercher l'actualité, c'est-à-dire vraiment d'aller chercher, se poser une question, aller chercher la réponse, et puis pas forcément aller chercher plus loin, et qui est bien le problème qui se pose désormais avec ces problèmes du référencement qui est en train de fondre. C'est-à-dire que quand les gens posent une question sur un LLM, ils ont la réponse, le résumé suffit à répondre à leurs questions et ils ne vont pas aller consulter le lien quand ils sont là, parce qu'ils ne sont pas toujours là ou pas toujours fiables, ils ne vont pas toujours aller consulter le lien qui permet de renvoyer le trafic justement sur les médias. Et c'est ça qui provoque l'effondrement effectivement du trafic pour les médias. On a vu que ce trafic dans l'année écoulée s'était effondré de 33% sur Google pour les médias dans le monde entier. C'est quand même assez considérable. Un peu moins en Europe, parce que la proportion en Europe est de 17%, mais aux États-Unis, c'est déjà 38%. Et donc, de ce fait, les médias perdent du trafic, donc perdent de la publicité. Et ces médias sont les clients de l'AFP. Et donc, du coup, pour l'AFP, il y a aussi un impact très important. Bien, madame, merci beaucoup. Nous arrivons au terme de notre audition. Nous voulons, madame Cavez et moi-même, vous remercier pour avoir ainsi contribué
à l'édification de cette mission d'information. Sur le dernier point que vous avez soulevé, moi, en ce qui me concerne, qu'on arrive effectivement... Vous parlez d'impact. L'AFP est impactée, toute la presse est impactée, le monde des arts est impacté, on a parlé de menaces létales, enfin bon, c'est quand même un choc manifestement, hein, l'irruption de l'IA générative. Et vous voyez, lorsque vous évoquez le contrôle, la labellisation, on arrive à distinguer deux modèles, deux philosophies de la presse en fait, de l'information. Le modèle libéral, presque libertarien des plateformes, qui repose sur le fait que chaque individu, au fond, choisit ce qu'il veut dans le flow, dans le flux d'informations, et que, d'une certaine manière, tout est libre. On peut dire tout et n'importe quoi, et surtout même n'importe quoi, mais que l'individu, qui est l'horizon indépassable de la société libérale, fera son tri. C'est une sorte de confiance dans l'individu, dans son discernement. Et le modèle qui est plutôt européen, mais pas seulement, qui est que, en fait, la presse, elle concerne la démocratie, elle concerne le collectif, elle concerne la société. Et que donc on ne peut pas laisser dire n'importe quoi dans la presse ou par la presse, ou même par des réseaux sociaux. Et donc là, on voit bien deux modèles qui s'opposent, qui sont... Enfin, d'une certaine manière, notre modèle est complètement bouleversé par la puissance technologique et industrielle des plateformes, lesquelles reposent sur une conception idéologique très particulière, qui est la liberté totale, avec évidemment tous les risques qu'elle peut comporter. Voilà, donc moi j'ai noté ça pour moi parce que ça m'a paru intéressant, et puis d'une certaine manière ça résume un peu tout ce qu'on a entendu précédemment avec les agences de presse, hein, ce sentiment d'être dépossédé de la recherche de la vérité notamment. Voilà, merci beaucoup madame. Merci, au revoir.